Bien, nous allons continuer. Et avant toute chose, nous excusons de la qualité de caméra. Maintenant, nous avons changé le téléphone et je crois que cette fois-ci, c'est bon. Et l'exercice 1, vous qui voulez télécharger, vous pouvez directement le télécharger dans ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube, vous allez télécharger là-bas. Et là-bas, je crois que la qualité est bonne. Nous passons à l'exercice 2, c'est le système nerveux ou encore la communication nerveuse. Et ici, il est dit, on place sur une fibre nerveuse isolée 2 microélectrodes stimulatrices S1 et S2 et 2 microélectrodes réceptrices R1 et R2 reliées aux plaques horizontales d'un oscilloscope cathodique. Des excitations convenables espacées d'intensité croissante I1, I2, I3, I4, I5, I6 et I7 sont appliquées à cette fibre et permettent d'obtenir la figure numéro 1. C'est-à-dire la figure numéro 1 est une réponse de l'excitation d'une fibre nerveuse à des intensités croissantes. Et ici, il y a 7 intensités. On applique les mêmes intensités que précédemment, cette fois-ci à un nerf. En bas ici, c'est le nerf maintenant. L'enregistrement obtenu est celui de la figure 2. En bas ici, c'est la réponse d'excitation du nerf. Et en haut, c'est la fibre nerveuse. D'abord, avant toute chose, il faut retenir que notre organisme contient des structures nerveuses sous forme de câbles qu'on les appelle les nerfs, qui sont chargés de conduire le message nerveux, qui sont chargés d'assurer la communication nerveuse dans notre organisme. Et les nerfs là sont comme des câbles qui sont là-bas, les câbles. Et à l'intérieur des nerfs, on trouve plusieurs fibres nerveuses. Donc la première réponse ici, ça c'est la réponse de l'excitation d'une fibre nerveuse. Et ici, c'est pour les nerfs. On nous demande à la première question, quelles sont les propriétés de la fibre nerveuse que l'on déduit de cette expérience. On vous demande juste de citer les propriétés. Et au cours, nous avons dit que les propriétés de la fibre nerveuse ou bien du nerf sont au nombre de 2. Il y a l'excitabilité, qui est la première propriété, et la conductibilité, qui est la deuxième propriété. Et ici, on demande juste de citer ces propriétés-là. Et la réponse même, le plus souvent, on vous demande, quand on vous donne un exercice, lisez intégralement l'exercice. Des fois, vous allez trouver la réponse dans, n'est-ce pas, dans l'énoncé. La réponse, là, se trouve en bas, ici, à la troisième question. Il y a excitabilité et conductibilité. Voici les deux propriétés qu'on vous demande de citer. Donc, nous allons répondre directement. Et les propriétés de la fibre nerveuse. Que l'on déduit de cette expérience. Sont l'excitabilité et la conductibilité. Voilà. Voici les deux propriétés. Pour ceux qui ne connaissent pas ces deux propriétés, il faut juste retenir que l'excitabilité, par définition, c'est une propriété qu'a le nerf ou encore la fibre nerveuse de réagir
à une excitation ou bien de réagir à certains facteurs externes ou bien à certains excitants. Lorsque la fibre réagit, lorsque le nerf réagit sous l'effet d'une excitation, on dit que c'est une excitabilité. Mais la conductibilité ici, c'est la propriété qu'a le nerf ou bien la fibre nerveuse de conduire et de propager le message nerveux. C'est comme le câble. Le câble a la propriété de conduire le courant électrique. Donc, le nerf également dans notre organisme, c'est comme ça. Donc, on vous demande juste de citer, n'est-ce pas, les deux propriétés. Deuxième question. On nous demande ici d'interpréter les résultats de ces deux expériences. Deux expériences. Voici la réponse de ces deux expériences ici au tableau. Voici la réponse à la première expérience et voici la réponse à la deuxième expérience. Au cours, nous avons dit que l'interprétation c'est fait à deux niveaux. Le premier niveau, il faut d'abord relever quelles sont les intensités efficaces et quelles sont les intensités inefficaces. Donc, il faut regarder dans les deux courbes-là les intensités inefficaces et les intensités efficaces. Une intensité est dite inefficace lorsqu'elle ne produit pas un potentiel d'action, ça veut dire la courbe-là. Donc, si elle produit seulement juste ces petits balayages-là qu'on appelle artefacts de stimulation, mais après ces balayages, il n'y a pas la courbe, c'est une intensité inefficace. Mais si après le balayage, là, il y a une courbe qu'on appelle le potentiel d'action, là, ça c'est une intensité efficace. Mais quand on observe les deux courbes, là, on se rend compte que IE, là, IE, après l'artefact de stimulation, il n'y a pas le potentiel d'action. Donc ça veut dire que IE, là, c'est une intensité inefficace. Mais par contre, I2, I3, I4, I5, I6 et I7 sont des intensités efficaces car ces intensités ont produit, n'est-ce pas, des potentiels d'action, c'est-à-dire des courbes. Voilà. Donc, ça, c'est le premier niveau. Et après quoi, il faut maintenant interpréter le deuxième niveau, interpréter, n'est-ce pas, les amplitudes des potentiels d'action. C'est-à-dire les amplitudes des potentiels d'action. Est-ce que ces amplitudes-là croissent ou bien ces amplitudes sont constantes? Ça, c'est le deuxième niveau d'interprétation. Donc, nous allons dire ici, je vais faire Asiris, je vais écrire ici I1. I1 est une intensité inefficace. L'intensité inefficace est appelée aussi intensité infraliminaire. Donc, vous pouvez également écrire intensité infraliminaire. C'est-à-dire c'est une intensité qui est en dessous du seuil. C'est un peu comme le courant électrique. La tension. Si la tension est très faible, n'est-ce pas, les lampes ne peuvent pas s'allumer. Mais il y a quand même le courant. Vous voyez. Mais dès que la tension atteint le seuil, ça peut maintenant allumer les lampes. C'est exactement comme ça. Quand l'intensité est inefficace, là, ça ne peut pas produire, la fibre ne peut pas réagir. Donc, c'est ça. Donc, ici, intensité inefficace, car elle n'a produit que l'artefact de stimulation. On peut aussi dire car la fibre ou les nerfs ne réagissent pas. On peut aussi dire comme ça. Donc, si on prend la première expérience, là, pour I1, là, la fibre ne réagit pas.
la deuxième expérience, I1, le nerf ne réagit pas à une stimulation de I1. Donc simplement ça. Maintenant, I2, I3, I4, I5, I6 et I7 sont des intensités efficaces. Sont des intensités efficaces. On les appelle aussi des intensités supraluminaires. Car elles produisent des réponses. Ou bien elles produisent des potentiels Action. Des potentiels d'action, et c'est ce que nous observons sur, n'est-ce pas, sur les courbes là-bas. Ça, c'est le premier niveau d'interprétation. Maintenant, le deuxième niveau d'interprétation, on va considérer la figure numéro 1. La figure numéro 1. C'est cette figure-là qui est ici au tableau. Et là, nous allons regarder juste à partir de... Nous regardons à partir de I1 jusqu'à I7. On regarde bien les amplitudes des potentiels d'action. Regardez la taille de ces courbes-là. Regardez la taille des courbes. Vous vous rendez compte que ces courbes-là présentent des amplitudes constantes et identiques. Et quand c'est comme ça, on dit que la fibre obéit à quelle loi? La loi de tout tout ou rien. Voilà, c'est ça l'interprétation. Donc nous allons dire ici, on constate que quelle que soit l'intensité de stimulation, supérieure ou égale au seuil. Et le seuil, là, on appelle ça, n'est-ce pas, dans la communication nerveuse, l'aréobase. Et ici, l'aréobase, là, c'est ID. C'est ID qu'on appelle l'intensité C. Ça veut dire que, quelle que soit l'intensité, qui est égale ou bien supérieure, les autres intensités là sont supérieures à I2. Supérieures à l'aréobase, on constate que les amplitudes des potentiels d'action sont constantes. On constate que les amplitudes des potentiels d'action sont constantes ou soit identiques. Constantes ou bien identiques. Aluna entrega. Entrega aluna wala. Oui, tu es Constante, identique. Donc, ce qui montre que la fibre nerveuse obéit. Parce que la première figure, là, c'est l'excitation de la fibre nerveuse. Ouais. Donc, la fibre nerveuse, appelée aussi axone, hein, dans certains documents, on l'appelle axone, obéit à la loi. Obéit à la loi de tout ou rien. Ou
voici l'interprétation de la première figure. Maintenant, on va passer directement à la deuxième. À la figure 2. Ouais. Mais regardez la figure 2. Regardez. De I1 jusqu'à la limite I6. Vous vous rendez compte que La décroissance. les amplitudes des potentiels d'action Décroissance. croissent en fonction de l'intensité. C'est ça, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Donc, ici, nous allons dire à partir Ici, voilà. de I2 jusqu'à la limite, I6, on remarque, ou bien on constate, on remarque que Les intensités. les amplitudes des potentiels d'action, augmentent avec l'intensité des simulations. Pourquoi j'ai mis la limite I6? Parce qu'à partir de I6 déjà, les amplitudes n'augmentent plus. Les amplitudes sont maintenant identiques. Constant. Ça montre quoi? Nous venons de dire que le nerf est constitué de plusieurs fibres nerveuses. Et là, dans le nerf, certaines fibres nerveuses sont plus excitables que d'autres. Et lorsque l'intensité augmente, n'est-ce pas, cela entraîne aussi l'augmentation des fibres nerveuses. Et certaines fibres nerveuses entrent en activité. Voilà. Donc, nous allons dire Daimara. MB, come back. Hi. MB al petit sous ça la caméra. Donc, ici, nous allons dire le nerf étant constitué ou bien formé de plusieurs fibres nerveuses. Donc, certaines sont plus excitables. L'intensité croissante de stimulation. L'intensité croissante de stimulation touche de plus en plus un grand nombre de fibres nerveuses qui entrent en activité. Et regardez ici, comme les potentiels d'action n'ont pas présenté les mêmes amplitudes, ici nous ne pouvons pas parler de la loi de tout ou rien. Mais qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ce qui montre que le nerf n'obéit pas. Obéit au phénomène. Phénomène de quel phénomène? Sommation.
de quoi? Le recrutement. Ou de recrutement. Attends là. Hein. Ou de recrutement. Sommation ou Le recrutement. de recrutement. Et le phénomène de sommation ou recrutement là est appelé aussi quelle loi? Parce que là-bas, c'est la loi de tout ou rien. Lorsque les amplitudes sont constantes, mais quand les amplitudes augmentent avec l'intensité de simulation, on parle de quelle loi? Qu'est-ce que les anciens vous ont dit? On parle de quelle loi? Il s'agit de la loi de CI. On appelle ça comme ça. On appelle ça comme ça. Loi de CI. Donc la fibre nerveuse là, obéit à la loi de tout ou rien, mais le nerf obéit à la loi de C. Voici, n'est-ce pas, l'interprétation, n'est-ce pas, de ces deux expériences. Troisième question. Petit A. On nous demande d'énumérer les conditions d'excitabilité d'un nerf ou d'une fibre nerveuse. Donc là, nous allons répondre directement. Petit A. Les conditions d'excitabilité d'un nerf ou d'une fibre nerveuse sont énumérées. Énumérer veut dire citer. Ouais. Ça veut dire quelles sont les conditions que la fibre ou bien le nerf peut remplir pour être excité, pour réagir à une excitation. Vous voyez ça? Voilà. Donc là, regardez bien. Par exemple, même une personne, quand le courant électrique, là, la tension n'est pas forte, là, est-ce que le courant peut te frapper? Non. Voilà. Le courant ne peut pas te frapper. Il faut que la tension soit suffisante. Vous voyez? Ouais. Mais ici, n'est-ce pas, l'intensité, on excite le nerf ou la fibre avec une intensité. Si l'intensité là n'est pas suffisante, le nerf ou bien la fibre ne peut pas réagir. Mais quelle est l'intensité qui permet de donner une réponse, qui permet à une fibre ou bien à un nerf de réagir? Quelle est la plus faible intensité? Quelle est l'intensité minimale qui permet, n'est-ce pas, au nerf ou bien à la fibre nerveuse de réagir? L'intensité minimale, là, c'est la réobase. Donc, la première condition, là, il faut que l'intensité de stimulation soit supérieure ou égale à la réobase. Donc, il faut que l'intensité de stimulation là, soit supérieure ou égale à... Si c'est égal à ça, ça peut réagir. Si c'est supérieur, ça peut également réagir. Ça, c'est la première condition. L'intensité de stimulation supérieure ou égale à la réobase. Ça, on appelle ça C aussi. Le C. Égal au C. Il y en a qui vont écrire comme ça. Voilà. Deuxième condition. Il faut que le temps de stimulation, le temps de stimulation soit également supérieur ou égal à un temps qu'on appelle le temps utile. Le temps de stimulation. Terminal. Le temps de stimulation c'est le temps maintenant de stimulation supérieur ou égal au temps utile. Ça, c'est la deuxième condition. Troisième condition. Il faut que la température soit convenable.
voyez, pour que la température soit convenable. Si vous prenez une fibre nerveuse ou bien un nerf, vous mettez ça dans une condition où la température n'est pas convenable. La température est très forte. Vous savez que les nerfs, c'est quoi? Les nerfs est constitué des unités de cellules qu'on appelle les neurones. Quand vous mettez dans une condition où la température est très forte, les cellules vont mourir même. Et là, le nerf ne peut pas réagir. Donc, il faut que la température soit convenable. Donc, exemple, on peut dire 37 degrés Celsius, n'est-ce pas? Dans le cas, n'est-ce pas, du nerf ou de la fibre nerveuse de l'homme. Voilà, ça, c'est juste un exemple. On ne demande pas ça obligatoirement. C'est juste un exemple. Voilà. Donc, voici les conditions d'excitabilité. On vient maintenant à la dernière question. La dernière question, c'est les conditions de conductivité maintenant. B. Les conditions de conductivité d'un nerf ou d'une fibre nerveuse. Ou d'une fibre nerveuse. Et là, regardez, toujours, il faut prendre l'exemple du courant électrique. Quand vous prenez le câble là, c'est comme un nerf comme ça. Le câble, un nerf. Pour que le câble là, conduise normalement le courant électrique. Si le câble est coupé quelque part, est-ce que ça peut conduire le courant électrique? Ça ne peut pas conduire. C'est-à-dire ça va créer des courts-circuits, n'est-ce pas? Ou bien si les fibres là se touchent, ou bien en quelque sorte les câbles qui sont à l'intérieur là se touchent, ça va créer des courts-circuits et ça ne va pas conduire le courant. Donc la première condition, c'est l'intégrité du nerf ou d'une fibre nerveuse. Cela veut dire que la fibre nerveuse là, ne doit pas être coupée, il n'y a pas de section, pas de lésions, c'est-à-dire des blessures. Quand vous prenez même les petits câbles qui sont à l'intérieur, quand il y a des blessures, et quand les deux câbles là se touchent, ça peut déjà créer des courts-circuits, ça ne peut pas conduire le courant électrique. Donc ça, c'est la première condition. Deuxième condition, n'est-ce pas? La température est très, très importante. Très importante. Voilà, donc il faut également que la température du milieu expérimental, le milieu dans lequel vous êtes en train de faire l'expérience, là, comme ils ont fait l'expérience ici. Ionisation. Ça, c'est dans un milieu expérimental. Donc, il faut que la température soit également convenable. Convenable. Ionisation. Et la dernière condition, au cours là, quand on a dessiné la synapse chimique là, on a parlé des ions là-bas, n'est-ce pas? Oui, sans les ions, il ne peut pas avoir, n'est-ce pas, la communication nerveuse. Donc la communication nécessite la présence des ions. Des ionisations. Voilà. Donc il faut également que la composition chimique. Ionisation normalement. Ionique. Voilà. Ionique du milieu expérimental soit semblable à celle du milieu physiologique. Cancan. Physiologique. Voici. Nous avons cité trois partout. Hein. Vous avez vu, non? Voilà. Trois conditions partout. Voilà. Donc, voici le deuxième exercice. Très, très important.
Très important. Ouh, la température est trop élevée. Bang. Voilà, si vous avez des, Non, des questions à poser, vous pouvez m'envoyer ces questions-là. Et là, je vais m'organiser comment répondre à toutes vos vos questions. questions. Et pour les, les élèves qui vont obtenir les bacs, ça c'est bon. Mais pour les nouveaux élèves qui vont entrer en terminale, ou encore pour ceux qui vont échouer au bac, il ne faut plus maintenant déranger les enseignants en leur posant des questions. Quelle partie du cours qui va venir, quelle partie du cours qui va venir. Non, non, non. Quand on donne un programme là, on doit travailler sur ces programmes-là. Donc, vous devez travailler sur tous les programmes. Regardez, beaucoup d'élèves ont mis dans leur tête que le système nerveux, depuis longtemps, ce n'est pas venu. Donc, cette année, ça ne va pas venir. Même des élèves qui ont fait le système nerveux en salle ont négligé ça. Et quand c'est venu, c'est vraiment de la catastrophe. Voilà. Donc, voici un peu la correction de l'exercice 2.